Bonjour, Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession, mais candidat officieux, bien que son temps d'antenne, comme pour les autres candidats, corrobore parfaitement, là aussi, avec les sondages comme lors de chaque élection, c'est-à-dire que finalement, il est celui qui, bien que candidat officieux, occupe le plus de temps d'antenne depuis le 1er janvier 2022, ce même Emmanuel Macron a laissé, ou en tout cas ses équipes ont laissé fuiter quelques bribes potentielles du futur programme, comme nous l'avions déjà évoqué rapidement dans une autre vidéo. Une autre information qui est sortie, c'est la continuité de la destruction de l'éducation nationale, avec notamment, à la suite de la réforme Blanquer, que j'analysais déjà en 2017 et qui, dans la même continuité de ce que je vais rappeler aujourd'hui, a permis la destruction de l'éducation nationale et par là même du statut de la fonction publique. Désormais, c'est la suppression du CAPES qui est envisagée. Et c'est ce sur quoi j'aimerais revenir aujourd'hui. Première chose d'abord, que ce soit, encore une fois, Emmanuel Macron ou peut-être Valérie Pécresse ou d'autres, ils ne sont que les instruments politiques d'une classe dirigeante, comme je l'ai souvent souligné. Et finalement, ce qu'Emmanuel Macron a mis en place avec ses ministres, et notamment dans le cas qui nous concerne avec Jean-Michel Blanquer ces 5 dernières années, n'est que la continuité logique de politiques néolibérales conduites entre autres notamment à Bruxelles et pas seulement, et au service plus généralement d'une classe dirigeante et dominante, et j'y reviendrai en fin de vidéo. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la logique de destruction de la République, aujourd'hui, s'inscrit bel et bien dans le pacte girondin dont nous avait fait part à plusieurs reprises Emmanuel Macron, c'est-à-dire dans une politique finalement dont l'objectif central est bien un objectif de lutte des classes assumé par la classe dirigeante et qui évidemment aimerait que nous, en tant que classe dominée, acceptions l'idée que cette lutte de classe n'existe pas. Or, tout l'appareillage politique qui est en train de se constituer depuis plusieurs décennies désormais, et qui s'est accentué avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, est une politique de lutte des classes en faveur des classes dominantes et dirigeantes, contre notamment les acquis de 1946, les acquis du statut de la fonction publique notamment, et tout cela s'est illustré ces dernières années par la mise en place, entre autres, de choses qui ont précédé cette suppression possible du CAPES et, rappelons-le, de l'emploi à vie, c'est-à-dire effectivement du statut de la fonction publique. On pense notamment ici à la mise en place, ces dernières années, de la rupture conventionnelle au sein justement de la fonction publique et notamment au sein de l'éducation nationale. Alors, très tempéré, puisqu'effectivement le manque d'effectifs fait que il est quand même un peu difficile parfois d'accepter ces ruptures conventionnelles quand elles seraient issues par là même des personnels de la fonction publique. Toutefois, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il faudrait être naïf pour ne pas se rendre compte qu'effectivement cette rupture conventionnelle intégrée au contrat de droit public et donc à la fonction publique, permet finalement aussi, dans des cas litigieux, dans des cas où on aimerait bien se passer d'un fonctionnaire et notamment d'un professeur qui, sait-on jamais, aurait trop tendance à l'ouvrir, puisque je vous rappelle que dans la réforme Blanquer, le premier article de cette réforme qui a été voté remet en question largement la liberté de parole des professeurs à l'extérieur même de leur classe, ce qui est très grave et qu'on oublie trop souvent. Cette rupture conventionnelle, on le sait, c'est valable pour le public comme pour le privé. Parfois, elle est aussi un moyen pour l'employeur, et dont on rappellera, comme je l'ai abondamment fait dans ma vidéo de départ de l'éducation nationale, que désormais, avec la réforme, l'employeur est directement le plus proche de vous, n'est plus votre supérieur hiérarchique, au sens de l'inspection, de l'inspecteur pour les professeurs, mais bien le proviseur. Et il suffit que l'employeur ait un peu envie de se passer de vous, il a un moyen de faire pression sur vous par la rupture conventionnelle. Chose qu'on a déjà abondamment constatée, à moins d'être très naïf, dans les entreprises privées bien évidemment. À quoi s'ajoute aussi depuis 2021 la réforme du CAPES, puisque
le CAPES ne se fait plus. Alors c'était déjà le cas dans bien des disciplines, à l'exception de la philosophie, et je ne prêche pas du tout par ma paroisse, c'est juste un fait, mais il est désormais admis dans n'importe laquelle des disciplines le fait que pour la première session qui devrait avoir lieu dans les semaines à venir, d'ailleurs, du CAPES 2022, et bien désormais, à l'oral, les étudiants ne sont plus seulement sanctionnés sur des épreuves dites disciplinaires, c'est-à-dire qui ont trait à la discipline, mais bien sur un entretien calqué sur le modèle du privé qui fait état de la motivation des candidats, c'est-à-dire on se tournait déjà vers une forme d'entretien contractuel semblable à ceux du privé et qui n'avait plus rien à voir avec le concours tel qu'il avait pu être institué. Tout cela s'inscrit donc dans une logique très claire du pacte girondin, c'est-à-dire d'une destruction de la République jacobine, et donc par là même de la République une et indivisible, avec effectivement un bac, tout ça va de pair, un bac qui n'a plus rien de national, avec des épreuves au contrôle continu qui vont faire dépendre chaque bac de la région et du lycée dans lequel vous vous trouvez, avec du coup une réforme du CAPES, voire la suppression du CAPES, et par là même, puisque effectivement le bac n'est plus national et les concours vont être amenés à disparaître au profit d'une embauche à la manière du privé, la destruction évidemment des statuts de la fonction publique, et donc la destruction totale d'une décentralisation territoriale avec un esprit jacobin, où, rappelons-le, c'est bien l'État qui fait la nation et non l'inverse, et donc par là même la destruction et le délitement complet de la République française. C'est la raison pour laquelle, très clairement, les politiques qui sont actuellement mises en place par Emmanuel Macron et indirectement par ses prédécesseurs et ceux qui probablement vont suivre, sont des politiques nécessairement anti-républicaines, très clairement. Il faut bien l'avoir en tête. Ce n'est pas un mirage, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas du complotisme, c'est un fait. Un fait évident, et qui est très intéressant puisqu'il montre par là même une lutte entre deux bourgeoisies. Une bourgeoisie justement girondine qui est en train de reprendre le pas sur une bourgeoisie plus jacobine, puisque si nous défendons en tant que communistes, et si moi, à titre individuel, je défends évidemment la République, mais une forme de République sociale, qui soit une République qui tende vers le communisme, mais c'est pas ici le sujet, ça ne doit pas être un point final, c'est simplement un point de départ. Or, pour d'autres, c'est déjà un point final des acquis dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle vous avez ici deux groupes libéraux qui finalement se tirent dans les pattes, mais ont les mêmes grands avis sur la manière dont la société doit être structurée, sur le mode de production. Avant de revenir sur ça, rappelons quand même qu'en 2017, 38% des enseignants, toutes catégories confondues, ont voté pour Emmanuel Macron. Et quand il s'agit des agrégés, c'est plus de 50% des agrégés qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et il serait peut-être temps, ici, de se poser les bonnes questions. Maintenant que cela a été dit, et il faut le dire et le répéter, puisque cette analyse n'est jamais correctement faite, ou en tout cas, je ne l'entends jamais de manière bien conduite, contrairement à ce que, là encore, j'ai pu signaler dès 2017 dans ma vidéo, c'est-à-dire que souvent les choses sont prises comme un élément à part qu'on ne replace pas dans une totalité. Or, c'est toute cette totalité-là qui nous permet de comprendre pourquoi telle réforme apparaît et qui ne vise pas uniquement un corps, mais c'est bien l'ensemble des corps de la République qui sont ici attaqués. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous avons affaire ici finalement à la lutte entre deux bourgeoisies. Une lutte interne à la bourgeoisie avec deux orientations différentes, si vous voulez. C'est-à-dire l'ancienne bourgeoisie, la bourgeoisie un peu culturelle, c'est-à-dire celle qui effectivement met en avant l'idée d'une culture, l'idée d'une tradition, d'un héritage, etc., et qui par bien des aspects est progressiste et a été bien plus progressiste que la seconde, qui est la bourgeoisie d'affaires, qui recherche avant tout le profit et l'extension du marché. Et c'est ce à quoi on assiste ici entre certains défenseurs d'un égalitarisme par le concours abstrait et ceux qui aujourd'hui cherchent à le démanteler. Il n'y a pas ici une logique progressiste du concours et une logique finalement ultra-libérale de destruction des concours. Ce sont deux logiques libérales, mais deux logiques libérales qui s'affrontent et dont nous autres, classes populaires, ne devrions avoir que faire pour proposer complètement un autre modèle. Et c'est ce que je vais essayer d'éclaircir ici. C'est-à-dire que on entend ici dans les discours qui font face à Emmanuel Macron et à la classe capitaliste la plupart du temps, que finalement dans les discours de gauche, comme on pourrait dire, que finalement s'attaquer au concours, c'est s'attaquer à l'égalité. Or, les concours n'ont là aussi rien d'égalitaire. Donc évidemment que par rapport à la logique libérale,
actuelle d'une certaine bourgeoisie d'affaires, qui va consister finalement à déconstruire complètement l'école, et je reviendrai sur les raisons pour lesquelles eh bien, elle le fait sans même trop y penser consciemment, mais parce que cela répond à une logique de la production, comme je l'ai déjà souvent évoqué, mais j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Eh bien, face à cette école qui va créer de la précarisation extrême, tant du côté des professeurs que du côté des élèves, et qui va accentuer plus que jamais les inégalités sociales sans ne rien avoir à faire de l'école, eh bien, évidemment, il faut défendre un minimum de modèles républicains, il faut défendre les acquis des concours, etc. Toutefois, il ne faut pas être dans le faux dilemme, c'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, et on pourrait là encore imaginer une autre voie, en ce sens que les concours n'ont rien d'égalitaire, ils ne l'ont jamais eu, encore une fois. L'idée que les concours, c'est l'égalité, c'est une interprétation d'une certaine gauche bourgeoise depuis 1789 contre l'Ancien Régime, et qui a eu un temps, effectivement, qui a exprimé un temps, une certaine forme de progrès par rapport, effectivement, aux nantis, au fait qu'il suffisait de naître pour, finalement, obtenir certains métiers, etc. Je vous renvoie ici aussi le fameux monologue de Figaro dans le mariage de Figaro de Beaumarchais, où justement il lui dit « vous n'êtes donné, vous, que la peine de naître, alors que moi j'essaie de lutter contre ça ». Donc on a ici la figure d'une bourgeoisie qui tente de s'émanciper de l'aristocratie, très bien. Mais nous sommes dans l'égalité abstraite, comme le rappelait très justement Marx. Et il ne faut pas oublier, à ce titre, les excellents travaux, notamment de Pierre Bourdieu. Et je vous renvoie notamment à un des articles qui concerne les concours, l'agrégation, etc. et la reproduction sociale de manière générale, où Pierre Bourdieu montre bien que c'est tout un système de cooptation qui existe. D'ailleurs, petite anecdote à ce passage aussi, dans les critiques du libéralisme libertaire, Kluskar s'appuie à l'aune d'une critique notamment de Lévi-Strauss bien plus approfondie que ce que je vais pouvoir en dire là, puisque je vais m'absenter justement d'en parler. Il fait état de la revue Lire, tenue je crois à ce moment-là par Bernard Pivot, qui cherche à déterminer s'il y a à ce moment-là encore, on doit être au début des années 80, une figure de l'intellectuel comme avait pu l'être Sartre. Et la figure de l'intellectuel qui va être élue à ce moment-là par les lecteurs, ça va être justement Lévi-Strauss. Bon, je passe là-dessus. La question est formulée en nous précisant quel échantillonnage est pris, et il est signalé que finalement ceux qui vont décider de qui est l'intellectuel figure de proue de cette génération, eh bien ce sont eux-mêmes, c'est-à-dire les gens mêmes qui sont cooptés par ces figures-là. Donc c'est très très intéressant de signaler qu'en fait il y a tout un système de cooptation qui se révèle même de manière finalement subliminale, c'est-à-dire que finalement, eh bien, même malgré eux, ils n'arrivent pas à outrepasser ça. Or, en réalité, les concours ne correspondent en fait qu'à des formes de cooptation naïves, c'est-à-dire de mise au pas par un certain système scolaire qui va vous appliquer un certain nombre de codes, et je ne suis pas en train de dire que c'est ridicule, que c'est farfelu, que c'est facile surtout, au contraire, c'est même très difficile, c'est très exigeant, surtout quand on vient des classes populaires, j'en sais quelque chose, mais on va vous mettre au pas afin que vous épousiez parfaitement les codes particuliers d'un système. On sait très bien que lors des concours, on ne vous demande jamais de réfléchir, mais bien d'épouser certains codes, y compris des codes formels très précis dans les exercices qui vous sont proposés, et si vous les appliquez, eh bien très facilement, à partir du moment où vous avez compris le code, eh bien très facilement les notes s'envolent, quand bien même vous ne seriez pas particulièrement intelligent. Ce n'est évidemment pas ça qui est évalué à ce moment-là. Mais ce n'est pas forcément la qualité d'enseignant non plus. Et donc vous avez une cooptation naïve, c'est-à-dire du parvenu, du translace qui finalement est mis au pas et souvent consent à cette mise au pas, en ayant l'impression effectivement que c'est un processus normal, et puis une stratégie de cooptation plus ou moins consciente cette fois-ci, qui est une stratégie de classe, une stratégie de reproduction sociale, c'est-à-dire effectivement de parents, de grands-parents qui initient malgré eux et de manière volontaire, d'accord, malgré eux par tout un environnement social, socio-économique, par tout un capital culturel, etc., qui initient leurs enfants, ne serait-ce que par la présence effectivement de bibliothèques conséquentes, de rencontres particulières, d'un rapport au langage, etc., qui n'est pas issu des classes populaires, qui initie effectivement à pouvoir espérer passer plus haut la main ces concours, et à qui on va très rapidement donner les codes, à qui on va pouvoir octroyer un certain nombre de cours particuliers, etc., etc. Et alors que finalement, eh bien,
quand on discute avec des gens honnêtes et souvent qui ont été les premiers reçus d'ailleurs à ces concours, ils ne se refusent pas à l'idée que finalement cela a été une grande partie de mascarade et qu'ils étaient même très conformistes lorsqu'ils ont obtenu ces concours. Et des témoignages comme ça, je pourrais en apporter des dizaines, des centaines très très facilement. Finalement, ce qui légitime cette pratique du concours, c'est un petit peu comme cette histoire que vous connaissez peut-être, je ne sais plus trop d'où elle vient, d'ailleurs n'hésitez pas à le signaler en commentaire si vous avez la source, et peut-être que vous avez l'histoire plus complète que la manière dont je vais la raconter ici, mais ça me semble quand même intéressant. C'est-à-dire que finalement c'est un petit peu comme cette histoire où de tête, on voit un individu qui se présente avec le nez coupé et qui sort d'un grand temple. Et donc, de ce temple, il est vendu que si vous y allez, et que vous acceptez de vous faire couper le nez, un grand secret vous est révélé. Et finalement, on voit ces individus au nez coupé qui incitent d'autres en leur disant vas-y, toi aussi, tu découvriras le grand secret. Et finalement, certains se rendent dans ce temple et acceptent de se faire couper le nez et attendent que leur soit délivré le grand secret. Et à ce moment-là, ce qu'il leur a répondu, c'est qu'il n'y a aucun secret. Mais qu'à partir de maintenant, ils ont deux solutions. Soit, ils décident de dire qu'ils se sont fait couillonner, très clairement, du coup ils vont passer pour des idiots ou des crétins, et ils auront un peu perdu leur temps. Ou bien finalement, ils décident d'en emmener d'autres avec eux, en leur laissant croire effectivement qu'il y a bien un grand secret, ce qui va permettre de les légitimer eux-mêmes. La pratique des concours, la plupart du temps, elle est exactement celle-ci. C'est-à-dire que finalement, quand on l'a, on se rend compte que c'est pas par preuve de grande intelligence nécessairement, mais par contre de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts, de beaucoup de dépréciation de soi-même, d'autant plus quand on est passé notamment par les classes prépa, où l'horizon indépassable est le concours, au point même effectivement il y a un excellent livre ici, mais je n'en vois pas la cote sur la manière que vous retrouverez très facilement sur les classes prépa, constitution d'une classe dominante, etc., qui est très intéressant, d'une sociologue, dont le nom m'échappe à cet instant. Bref, tout ça va consister effectivement à, pour éviter d'avoir à le dire, parce qu'après tant d'années d'efforts, tant d'années de sacrifices, etc., on va laisser entendre que, mais il faut forcément ce niveau-là, etc. Bon, alors que dans les faits, un professeur certifié ou agrégé à l'heure actuelle, cela ne signifie ni qu'il est un bon professeur, ni qu'il est en capacité d'avoir une production théorique intéressante ou bien celle d'un chercheur. Ni l'un ni l'autre en réalité, puisqu'on trouve d'excellents professeurs, voire de meilleurs professeurs parfois, qui sont des professeurs effectivement précarisés, contractuels, etc. Et bien entendu, on trouve de très nombreux chercheurs, et de plus en plus, qui ne sont ni certifiés ni agrégés par exemple. Alors, à quoi peuvent bien servir effectivement ces concours d'un point de vue de la mondanité et d'un point de vue social? Outre le fait effectivement pour notamment les classes populaires, de passer les concours histoire d'avoir de quoi bouffer, notamment parce qu'ils se retrouvent dans des études où la voie principale à suivre semble être celle-ci, et donc ils acceptent cette mise au pas sans trop se faire de leurre, et en même temps, pour le sujet, pour l'individu, il est absolument nécessaire aussi de croire à ce leurre du nez coupé, si on pourrait dire, pour reprendre l'expression, parce que finalement, s'il est en schizophrénie, en dichotomie permanente avec lui-même entre ce qu'il fait et la conscience de cette mise au pas, c'est très difficile, ce sont des rapports idéologiques, c'est comme si la plupart des fils héritiers de la classe dirigeante n'étaient pas persuadés d'être là où ils se trouvent parce qu'ils le méritent, d'accord? Si évidemment ils avaient pleinement conscience qu'en réalité tout cela se fait sur l'exploitation de la majorité de la population, ce serait difficile à tenir dans le fond finalement, donc ils y consentent, voilà. Bon, mais dans la sphère mondaine, à quoi servent la plupart du temps ces concours, en dehors de faire manger effectivement les quelques transclasses qui accèdent? Il sert à reproduire, à recycler, encore une fois, le surplus de classe, c'est-à-dire il sert à recycler le surplus de classe de la bourgeoisie, des frères cadets et des plus petits de la famille qui finalement n'héritent pas directement de l'entreprise de papa, etc. Et qui finalement, il faut bien les occuper, et on va complètement les recycler comme ça en un temps donné. Ce qui va faire que vous allez trouver effectivement des agrégés mondains qui ont une certaine capacité rhétorique et qui ne sont en rien pour autant des chercheurs et des gens à une production intellectuelle conséquente. On pourrait en citer des listes interminables, on pense à des Enthoven, à des Bégodeau, à des BHL, voilà, tous ces gens qui finalement ont suivi le cursus
mondains, parfaits pour effectivement aujourd'hui user de cette rhétorique et user de leur capital social et symbolique et culturel pour justement paraître avant tout comme de grands intellectuels auxquels on pourrait largement opposer ici des gens qui m'ont beaucoup influencé comme des Clouscar, des Friot, d'accord, des Georges Guillet-Scuré dont aucun n'est agrégé, ou même pour prendre des gens que j'ai souvent critiqués mais qui ont pignon sur rue et qui ont une certaine notoriété intellectuelle qui pour le coup n'est absolument pas volée, contrairement à un Enthoven, un Bégodeau ou un BHL. On pense ici à des gens comme Frédéric Lordon, comme Emmanuel Todd, comme Bernard Lahire, etc. Bref, la liste pourrait être très longue et je ne vais pas citer tous ceux dont les noms sont la plupart du temps inconnus du grand public malgré la production théorique conséquente. J'ai parlé d'un Georges Guillet-Scuré par exemple qui est inconnu totalement du grand public, alors que ses travaux épistémologiques et ses travaux anthropologiques sont décisifs, d'un Alain Testard, bref, et comme ça dans des tas d'autres disciplines. Donc en réalité, il y a bien une pratique mondaine légitimée par l'usage et le recours justement à ce concours. Alors qu'en réalité, au mieux, ce que valide ce concours, c'est la capacité de se mettre au pas dans les codes de la classe dominante et d'être effectivement un technicien disciplinaire plutôt correct, plutôt très bon même parfois, hein, c'est-à-dire d'avoir une maîtrise particulière d'une discipline en un certain domaine de manière très très particulière, mais qui ne laisse présager de rien de la capacité à produire quelque chose de nouveau, à produire un travail scientifique sérieux, etc. Ni surtout, et encore une fois c'est là le plus important, à être un bon professeur. Pas du tout. Et donc, si nous voulions au contraire avoir et disposer d'une vraie république sociale, et d'une vraie république sociale qui promeut l'égalité, on pourrait imaginer dans un premier temps une titularisation massive, d'accord, dans l'enseignement des contractuels, comme cela a pu avoir lieu en dehors même de l'éducation nationale en 1983, par exemple, avec toutes les imperfections qu'il a pu y avoir, puis le tournant de la rigueur, puis ce qui a été le mitterrandisme, je passe là-dessus. Je fais juste état du fait qu'il y a eu une titularisation massive qui a permis à des gens, que je cite souvent comme Bernard Friot, après 14 ans contractuels, d'être titularisés, d'avoir un salaire à la qualification et de pouvoir produire aujourd'hui les travaux qu'on y connaît, d'accord ? C'est-à-dire un vrai travail de recherche et pas simplement passer un concours mondain pour ensuite se prévaloir effectivement d'une étiquette qui nous dispense en fait de réfléchir à nouveau. Donc on pourrait imaginer une titularisation massive avec effectivement, pour qu'elle ait lieu, un ensemble dans l'éducation nationale effectivement d'inspection, de repères, etc., d'encadrement qui permettent de qualifier ou non quelqu'un qui est en train de faire le métier de professeur et donc de le qualifier à partir de là, un peu à la manière dont ça se fait déjà en interne par le biais des échelons, avec là encore toutes les erreurs que cela comporte. Je ne suis pas en train de présenter un paradis, je suis en train de présenter une autre voie possible avec du déjà là existant, en capacité effectivement de dépasser la fausse opposition école néolibérale abjecte et concours méritocratique qui est en fait un leurre total dont toute la sociologie contemporaine nous a montré les méfaits en réalité. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui va se passer si effectivement on détruit le CAPES? Ce ne sera pas des tutelisations massives, des gens qui vont être disposés à commencer à enseigner, qu'on va évaluer dans leur pratique de l'enseignement pour voir s'ils sont de bons professeurs, de bons pédagogues, mais on va se retrouver notamment dans les lettres et sciences humaines, en grande partie, avec des gens qui, à défaut de pouvoir passer le CAPES, vont se retrouver complètement convertis, c'est des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui, dans le marketing, notamment dans les écoles de commerce, et d'ailleurs, depuis, je crois, 2010, peu de temps avant que j'y entre, dans les classes prépa, il y avait déjà mis en place, et aujourd'hui encore, ce qu'on appelle la banque d'épreuves commune, avec la BEL, notamment la banque d'épreuves littéraires. Vous passez un concours commun qui vous ouvre un certain nombre d'écoles, parmi lesquelles une école de traduction, les ENS bien sûr, et des écoles peut-être de journalisme, mais très peu, et surtout, en très très grosse majorité, des écoles de commerce. C'est-à-dire qu'on va utiliser les humanités à des biais marketing afin effectivement de pouvoir poursuivre l'extension logique du marché. Et là, on est dans la cohérence parfaite de la bourgeoisie des HFR qui a compris que finalement, il ne lui suffisait pas uniquement de type en école de commerce qui soient des commerciaux bas de plafond ou des ingénieurs, mais qu'il lui fallait aussi des gens qui avaient pratiqué les humanités et réussir à leur vendre, encore une fois une autre approche du nez coupé, un moyen par lequel ils mettaient en œuvre au sein de l'entreprise les moyens de mieux communiquer, de mieux s'entendre, de résoudre les conflits sociaux,
etc., les gestions de crise et tout ce genre de blabla qui permet effectivement à ces entreprises de continuer à maximiser le profit contre la réalité même de la baisse tendancielle du taux de profit. Alors voilà où on en est. Voilà où on en est parce qu'encore une fois, comme j'avais signalé dans ma vidéo de départ de l'éducation nationale, eh bien, nous assistons à la fin possible économiquement du recyclage du surplus de classe dont je faisais état tout à l'heure, c'est-à-dire de ce fils cadet qui a un peu raté ses prépas, mais dont le frère aîné, lui, reprend l'entreprise de papa et on ne sait pas trop où on va le foutre, donc on lui fait passer un concours parce qu'il est coopté, etc. Ou on lui paye désormais, parce que c'est beaucoup plus facile, on lui paye une école de commerce dans laquelle il ne va pas beaucoup travailler, mais dont son diplôme va lui être acheté, tout simplement. Bon, voilà. Tout ça, on en arrive un petit peu au bout pour des raisons économiques, et finalement, on a un développement technique aussi qui nous permet de nous passer de gens bien plus formés, de main-d'œuvre qualifiée et formée, parce qu'on peut non seulement délocaliser, mais aussi parce qu'on a des outils technologiques et techniques qui permettent de supprimer certains emplois. Mais là encore, il ne faut pas s'y tromper. Le problème, il n'est pas là, parce que le problème, il est qu'on assiste à ça avec, en même temps, l'absence de modification des rapports de production, c'est-à-dire qu'on reste dans le cadre capitaliste, alors qu'on pourrait bien sûr imaginer la mise en place d'automatisation par l'intelligence artificielle qui viendrait supprimer des tas de métiers, mais qui, avec un salaire à la qualification, permettrait à tous, toujours, de continuer à bien vivre et de s'épanouir dans d'autres activités qui, elles, seraient des activités, pour le moment, exclusivement humaines et qui permettraient effectivement d'augmenter, non pas les richesses pécuniaires, mais les richesses d'un point de vue de l'humanité, de la connaissance, du bien-être, etc. Et au contraire de tout cela, effectivement, on a une école-usine, puisque vous savez que les écoles ont toujours été produites sur le système de l'usine du 19e siècle, avec le système effectivement de cloches, etc., de rangs, bref, tout y est organisé comme à l'usine, avec une absence totale de responsabilité de la part de ceux qui en sont les usagers et les utilisateurs. Donc on vous déresponsabilise complètement face aux moyens de production que vous utilisez, pour qu'ensuite, après, vous trouviez ça normal de dépendre d'un tiers pour utiliser correctement votre lieu de travail sans en être responsable, sans qu'il y ait de décision démocratique là-dessus, etc. Bon, voilà où on en est. Nous connaissons une période d'écologisme réactionnaire, comme je l'ai souvent souligné, période au sein de laquelle finalement le capital peut largement, très largement, se dispenser de qualifier un certain nombre de personnes, n'a plus les moyens de recycler le surplus de classe et préfère donc vendre une forme de sobriété heureuse, tout en continuant à côté de ça l'extension massive des marchés pour que la classe dominante continue de profiter de l'évolution des forces productives sans modifier les rapports de production, donc que nous acceptions tous de continuer à vivre dans la précarité. Ça me semble ici des choses qui mériteraient d'être développées encore, mais bien plus intéressantes que les 20 débats un peu à la mort moelleux qu'on va entendre entre bourgeois de droite et bourgeois de gauche, entre égalitarisme abstrait et destruction totale de l'éducation nationale et destruction de tous les grands corps d'État. Et voilà, il faut alerter aussi les parents sur le fait que l'école de demain, ça va être celle-ci. Et si vous voulez en savoir davantage et si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous renvoyer sur le constat que je faisais lors de mon départ de l'éducation nationale, où j'expliquais plus abondamment encore aussi tous les tenants et aboutissants des réformes successives qui conduisent effectivement à un abrutissement généralisé et qui trouvent justement ces réponses dans ce que je viens en partie de décrire ici. À côté de ça, on constate effectivement que cette année, il y a de moins en moins de candidats au concours, alors même qu'il y a certains concours justement dont on dit que c'est le parangon. Aujourd'hui, vous savez qu'en lettres, par exemple, vous avez une chance sur deux d'avoir le concours quand même. Il y a de moins en moins de candidats qui se présentent au concours. Il y a des démissions massives. Il y a eu plus de démissions enregistrées cette année que sur, je crois, les 5 années précédentes au total. Donc en réalité, c'est en train de se disloquer. Et par certains aspects, malheureusement, c'est tant mieux, parce que là où croit le péril, il croit aussi ce qui sauve, comme disait Hölderlin. Et on peut pas réussir à dépasser cette période-là sans remettre en question absolument tout ça aussi. Mais il ne faut pas oublier la présence effectivement de rapports structurels, d'institutions qui existent, qui sont déjà présentes, qu'on pourrait prolonger sans avoir besoin de faire table rase, ce qui est un non-sens.
et qui nous permettrait effectivement d'emblée dépasser les conditions actuelles. Voilà, mais si tout ça vous intéresse, je vous invite à regarder le reste de mes vidéos, à découvrir mes livres et à nous rejoindre surtout à l'IHT, là aussi où je propose justement des cours à la formation militante et notamment des cours qui s'adressent à tous, c'est-à-dire en dehors du leurre qui consiste à faire croire que quand on a un Enthoven ou un BHL devant nous parce qu'il est agrégé, alors en tant que classe populaire, on serait incapable effectivement d'y répondre, il serait tout de suite beaucoup plus grand et beaucoup plus intelligent que nous. Non, il faut se défaire impérativement de cette idée. Vous aussi, vous avez les moyens de vous former, de comprendre la réalité sociale et c'est ce à quoi nous nous employons chaque jour au sein de l'Institut Homme Total.